taking? Are you taking? Good. Il y a 3 ans, Claude ne parlait pas anglais. Ce réfugié de 12 ans, né en République démocratique du Congo, ne parlait que le français et le lingala quand il est arrivé en Afrique du Sud avec sa famille. Aujourd'hui, il est trilingue grâce à des cours gratuits qu'il prend tous les après-midi avec d'autres enfants migrants. Ici, j'apprends tout, l'anglais, j'apprends maths, toutes choses qu'il faut. Pour que quand je vais aller dans une autre école, pour que je puisse un peu m'en sortir. Ces enfants viennent de pays africains comme la République démocratique du Congo, le Burundi, le Zimbabwe ou encore l'Érythrée. Faute de papier ou de moyens financiers, ils sont exclus du système scolaire. Une école privée religieuse leur ouvre ses portes grâce au programme 3-6 ou de 3 à 6 en référence aux horaires des cours. Notre école est devenue multiraciale en 1976, pendant l'apartheid. Nous considérons que la situation des enfants réfugiés en Afrique du Sud est une nouvelle injustice sociale. Plus de 2 millions de migrants vivraient en Afrique du Sud. Une situation qui crée régulièrement des tensions xénophobes dans un pays où le chômage et les inégalités sont élevés. La plupart de ces enfants ont déjà dû faire face à des insultes, voire des agressions. Leurs professeurs connaissent bien le problème, étant eux-mêmes des réfugiés exclus du système classique. C'est un programme où nous pouvons donner le meilleur de nous en tant qu'étant réfugiés, parce que ce sont nos enfants. Je me sens vraiment fier de mettre quelque chose dans ces enfants qui sont réfugiés comme moi, pour leur futur. Tous les ans, un quart des élèves intègrent les écoles publiques. Un modèle qui a déjà inspiré une ancienne bénévole européenne. Elle a créé un programme similaire pour les enfants syriens en Allemagne. Après avoir fui son pays, la Syrie, à cause de la guerre, Tamem est aujourd'hui un pâtissier heureux à Berlin. Il est arrivé avec sa famille il y a 2 ans en Allemagne et a vaincu la bureaucratie allemande pour ouvrir sa propre pâtisserie syrienne. C'est très difficile de trouver du travail en Europe et en Allemagne. Donc on a pensé, allez, faisons quelque chose ici. On a ouvert il y a 6 mois et tout va bien. Un nouveau départ après avoir baissé le rideau de la grande pâtisserie familiale à Homs, fondée il y a plus de 40 ans par son père. Les combats féroces dans l'ancien bastion des insurgés ont poussé la famille sur la route de l'exil. C'était dangereux parce qu'ils tuaient tous ceux qui disaient « Assad, dehors !» C'était très dangereux, c'est pour ça qu'on a fermé le magasin fin 2011. Aujourd'hui, Tamem travaille avec ses 2 frères et 6 employés syriens. Il cuisine une centaine de pâtisseries différentes. Ça c'est du knafé, c'est très populaire en Syrie. C'est avec du fromage, il faut le manger chaud. Et ses clients, surtout des Syriens en cet après-midi d'hiver, viennent y retrouver un goût du pays. C'est très bon, super. 6 mois après son ouverture, les clients, allemands et arabes, se pressent à la boutique. Tamem pense même déjà à agrandir le magasin. Ali et son frère Majdi ont 14 et 7 ans. Ils ont perdu leur père en août 2016 dans une frappe aérienne. Aujourd'hui, ils errent dans les rues de la capitale yéménite Sanaa, nettoyant des pare-brises au carrefour. Ils gagnent environ 3 € par jour, pas assez pour nourrir leur mère et leurs 8 sœurs. On vivait en sécurité dans la province de Hajja avec mon père, qui vendait du khat pour vivre. Un jour, il est tombé malade et nous l'avons emmené à l'hôpital de Médecins sans frontières. L'hôpital a été touché par une frappe aérienne et mon père est mort. Nous avons déménagé à Sanaa 5 jours après l'avoir enterré. Comme ses 2 frères, le conflit qui ravage le Yémen a rendu beaucoup d'enfants orphelins. La capitale Sanaa est contrôlée par des rebelles chiites soutenus par l'Iran, les Houthis, qui font face à une intervention militaire de l'Arabie Saoudite depuis mars 2015 pour les en déloger. Les services sociaux pour les enfants se sont complètement effondrés. Tous les phénomènes qui menacent les enfants sont en hausse. Le travail des enfants, les enfants qui mendient, ceux qui participent au conflit, les jeunes filles travaillant dans la rue, les enfants forcés de quitter l'école. À cause de la guerre, 2 tiers des 26 millions de Yéménites sont privés de soins médicaux.
et la nourriture manque dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Au Yémen, un enfant meurt toutes les 10 minutes de malnutrition ou de maladie d'après l'ONU. Les cas que nous recevons sont très sérieux. Les enfants souffrent de diarrhée très sévère. Certains cas sont très graves à cause de la malnutrition chez eux, donc leur santé se détériore et ils doivent être hospitalisés. D'après l'UNICEF, 20% des 7400 victimes de la guerre sont des enfants. Et beaucoup d'autres se sont retrouvés dans les rues, mendiant pour survivre à un conflit dont personne ne voit la fin. Deux semaines pour creuser un trou de 10 mètres, des mois à taper avec une baramine au fond du puits, et souvent des années sans trouver de petites pierres bleues. Dans le sud de Madagascar, des milliers de mineurs passent leur journée à chercher les précieux saphirs dans des conditions misérables. Il faut beaucoup d'énergie, c'est un travail qui fait peur. Mais quand on veut réussir dans le saphir, il faut savoir prendre des risques. C'est la souffrance qui nous pousse. Après avoir extrait des kilos de terre, les mineurs la tamisent dans le fleuve. Le saphir malgache représente près de la moitié de la production mondiale. Il provient essentiellement de mines sauvages. Ici à Saqqara, le filon s'étend sur 250 km. C'est l'un des plus grands de la planète. Mais le succès est rarement au rendez-vous. J'ai 18 ans et ça fait 8 ans que je fais du saphir. J'en ai trouvé un une fois et j'ai gagné 140 €. Quand on trouve un saphir, on le vend à Saqqara et après on revient ici. Au quotidien, les mineurs malgaches sont nourris par leurs employeurs, mais pas payés. Ils ne gagnent de l'argent que quand ils trouvent des saphirs ou des petites pierres précieuses moins chères, comme les rubis. Les patrons, souvent d'origine sri-lankaise, envoient alors des émissaires à la mine pour négocier le prix. Mes gardes du corps vont sur place, ils observent et contrôlent les mineurs. Toutes les semaines, je leur donne de la nourriture et puis j'achète les pierres qu'ils ont trouvées. Quand il achète un saphir 30 $ à l'un de ses mineurs, Sunil le revend pour 10 fois plus cher au Sri Lanka. Et l'exploitation des pierres précieuses ne rapporte pas grand-chose à l'État non plus, car les lois régissant les mines ne sont pas appliquées. Mais pour beaucoup de Malgaches, les rares saphirs restent le seul avenir possible. Si se garer est un casse-tête pour vous, ce robot chinois s'en chargera à votre place. Avec l'aide de capteurs et de caméras, il optimise le stationnement des véhicules tout en évitant les rayures. La société qui le fabrique mise sur l'explosion du marché automobile pour développer son projet. La Chine est entrée dans l'ère de l'automobile. Il y en a de plus en plus. Ce projet a pour but d'offrir une solution au défi de garer autant de voitures. Quelques clics sur une application mobile et le robot vous ramène votre voiture en quelques minutes et vous évite d'avoir à la chercher. C'est un casse-tête de retrouver sa voiture dans un grand parking. Là, on a une solution. Ça peut aussi rendre le parking plus écologique, car on n'a plus besoin de conduire à l'intérieur. Et l'air est plus sain, sans gaz d'échappement. En 2015, plus de 24 millions de voitures ont été vendues en Chine. Un marché potentiel énorme pour ce genre d'innovation. Principal frein au développement, les coûts de production encore très élevés. Mais la robotique est indéniablement un secteur d'avenir, et le gouvernement chinois l'a bien compris. Au niveau de l'État, la Chine prend sa stratégie de développement de la robotique très au sérieux, car le pays fait face à beaucoup de problèmes, dont le coût de la main-d'œuvre. Pour Pékin, les robots pourraient aussi être une partie de la solution aux questions de vieillissement de la population et de ralentissement de l'économie. La Chine est d'ores et déjà le premier marché mondial du secteur robotique. Ces marins viennent d'un quartier du Cap connu pour la drogue et les gangs, pas pour les yachts. Mais ces Sud-Africains ont choisi l'appel du large. Ils vont participer à la plus longue course à voile d'un continent à un autre dans l'hémisphère sud. La Cape to Rio part du Cap le jour de l'an, avec Rio de Janeiro en ligne de mire. En tant que capitaine de Griffon, je suis très fier de mes gars, de ce que nous avons accompli jusqu'à présent, et je pense que nous avons de bonnes chances de gagner la Cape to Rio. Nous formons une bonne équipe, nous avons de l'expérience et nous pouvons y arriver.
Théo participe à la course pour la 2e fois. Il a appris à naviguer grâce à la fondation de Heart Bay pour la jeunesse et la voile, et il transmet aujourd'hui son savoir à la jeune génération. Une bouffée d'air frais pour échapper à la violence des bidonvilles. Théo, il nous apprend à faire de la voile, et j'aime bien ça, parce que comme ça je ne suis pas dans les rues, avec tout ce qui s'y passe, le braconnage, les drogues, les gens tués ou poignardés. Je fais de la voile parce que c'est super de voir la mer et les poissons et d'être sur l'eau. À la maison, c'est ennuyeux, mais ici, c'est sympa, on va sur des petits bateaux. Théo a déjà reçu plusieurs trophées. Son jeune frère Lorenzo va traverser l'Atlantique pour la première fois. Il espère ajouter un prix à la collection. J'ai déjà fait une longue course à Mossel Bay et j'ai vraiment hâte de participer à la Cape to Rio. Les 7 jeunes de la Fondation à bord du Griffon, un monocoque de 43 pieds, vont se mesurer à des équipages américains, australiens et européens. Ils devraient arriver au Brésil d'ici fin janvier, après une traversée de 5600 km. Maradi, capitale économique du Niger très portée sur la religion musulmane, est la région où le taux de mariage des filles est très élevé. Les jeunes filles sont données en mariage souvent dès l'âge de 11 ans, un phénomène qui a de fâcheuses conséquences sur la santé des filles et sur le développement du pays. Les jeunes filles, dès le bas âge, on les apprend à vendre, à faire et à circuler dans la ville pour vendre des objets. Donc on ne donne pas trop de chance à la fille pour la continuation du niveau scolaire. La conséquence d'abord première, c'est que ces jeunes filles-là sont victimes sur le plan sanitaire parce qu'elles deviennent des fitules. Face à l'ampleur du phénomène, des organisations non gouvernementales locales soutenues par plusieurs partenaires au développement s'investissent dans la lutte contre le mariage des filles. Leurs actions sont orientées vers la sensibilisation et le parrainage des filles pour leur scolarisation. Moi, je suis de ces personnes qui pensent que l'éducation est la porte d'entrée pour la promotion des droits de la femme et de la fille. Et c'est pour ça que nous avons initié un programme que nous appelons parrainage des enfants. Parrainage des enfants, particulièrement les filles. Les filles vulnérables ou les filles issues des ménages vulnérables ou les filles orphelines. Donc nous invitons les moins vulnérables à parrainer chacun une fille pour lui donner la chance de poursuivre son cursus scolaire. D'autres structures arrivent avec la sensibilisation à raisonner des parents qui veulent donner leur fille en mariage dès le bas âge. Certains prétendants abandonnent même leur projet, laissant le temps aux filles d'aller à l'école. Dans toutes nos luttes, nous essayons d'un moment à un autre de sensibiliser les parents, et surtout la fille, de lui montrer l'utilité et de ne pas se marier tôt. Et des fois, on arrive, et il y a des parents ou des parents qui comprennent et qui acceptent, le mari accepte que la fille, si par exemple c'est une élève, qu'elle continue ses études jusqu'à l'âge mûr et ensuite on fait le mariage. À Maradi, les jeunes filles s'investissent dans la lutte contre le mariage avant l'âge mûr. Elles ont compris que seule l'éducation peut faire reculer le phénomène. Aujourd'hui, grâce aux actions de l'UNICEF en faveur de la promotion des droits des enfants, les mentalités commencent à évoluer positivement. Chefs coutumiers, leaders religieux, sociétés civiles et autorités travaillent en synergie pour mettre un terme au mariage des filles et l'espoir est permis.